La lumière filtrait à travers les vitraux, peignant des éclats de saphir et de rubis sur les dalles de pierre de la vieille église provençale. Amélie se tenait devant l'autel, une statue de perfection glacée dans sa robe de soie immaculée. Le voile, léger comme un souffle, pesait sur ses épaules comme le poids de la décision qu'elle avait prise. Elle avait choisi la sécurité, la logique froide d'une vie sans vagues, aux côtés d'un homme dont la fortune était aussi vaste que son indifférence. L'odeur des lys et de l'encens emplissait l'air, un parfum capiteux et presque funèbre qui semblait sceller son destin. Chaque murmure des invités, chaque bruissement de tissu était une note dans la symphonie de sa résignation. Elle serrait son bouquet si fort que les tiges menaçaient de se briser, unique signe de la tempête qui faisait rage sous son calme apparent. Elle allait dire oui et enterrer pour toujours la fille sauvage qui avait autrefois galopé dans les marais de Camargue, le cœur battant au rythme d'un amour impossible. Le prêtre leva la main, sa voix résonnant sous les voûtes séculaires. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Le silence qui suivit fut si profond, si absolu, qu'on aurait pu entendre un pétale de fleurs tomber. C'était le silence du consentement, de la fin d'une histoire et du début d'une autre plus prévisible. Mais ce ne fut pas une voix qui le brisa. Ce fut un fracas assourdissant, le son du bois ancien cédant sous une force brute. Les lourdes portes de l'église volèrent en éclats, s'ouvrant sur la lumière aveuglante du soleil de l'après-midi. Une clarté crue inonda la nef, chassant les ombres et les secrets. Dans l'encadrement béant, une silhouette se dessina, sombre et irréelle, une apparition mythologique qui fit retenir leur souffle à tous les invités. Ce n'était pas un homme qui se tenait là, mais un cavalier sur son cheval blanc, une vision de fureur et de liberté indomptée. Il était là, Luc. Non pas le souvenir d'un amour d'été, mais une présence charnelle, puissante, qui consumait tout l'oxygène de la pièce. Il n'avait rien de l'élégance polie des invités parisiens. Ses bottes étaient couvertes de la poussière de la Camargue, ses cheveux noirs étaient en désordre sous le vent, et dans ses yeux brûlait un feu qui n'avait rien à faire en ce lieu sacré. Son cheval, un magnifique camarguais blanc comme l'écume, piaffait d'impatience, ses sabots martelant la pierre sacrée avec une arrogance qui défiait des siècles de prière. Le murmure de stupeur se transforma en un cri étouffé. Ce n'était pas une objection, c'était une invasion, un acte de guerre contre l'ordre et la bienséance. Luc ne regardait personne d'autre qu'Amélie, son regard la clouant sur place, un mélange de reproches, de douleur et d'une possessivité terrifiante. Il était venu non pour parler, mais pour prendre. Si cette histoire a déjà commencé à faire battre votre cœur, si vous sentez la puissance de ce destin qui bascule dans le chaos et la passion, alors abonnez-vous à notre chaîne pour vivre avec nous d'autres récits d'amour impossible et de rédemption arrachés au destin. Chaque histoire est une promesse d'émotions intenses, de personnages inoubliables dont les âmes se déchirent entre l'orgueil et le désir. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez ressenti face à cette apparition sauvage et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit, comme nous, que les plus grandes histoires d'amour sont celles qui osent défier toutes les règles. Votre soutien nous permet de continuer à donner vie à ces passions qui brûlent plus fort que la raison et qui nous rappellent que le cœur a ses propres lois, souvent bien plus puissantes que celles des hommes. Sans un mot, Luc éperonna légèrement sa monture. Le cheval avança dans l'allée centrale, un navire blanc fendant une mer de visages horrifiés. Le fiancé d'Amélie fit un pas en avant, la main levée, mais le regard de Luc le glaça sur place. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Arrivé à sa hauteur, Luc se pencha, son bras puissant se refermant sur la taille d'Amélie comme un étau. Elle eut un hoquet de surprise et de peur, ses mains s'agrippant instinctivement à l'autel. Mais sa force était dérisoire face à la sienne. Il la souleva de terre comme une poupée de chiffon, la jetant en travers de sa selle. Dans le mouvement, son voile s'accrocha à un candélabre et se déchira avec un son bref et sec, un adieu symbolique à la femme qu'elle était sur le point de devenir. Les cris éclatèrent enfin, un chaos de protestation et de panique, mais ils étaient déjà loin. Un tourbillon de soie blanche et de fureur noire. Ils sortirent de l'église comme ils y étaient entrés, dans une explosion de lumière et de poussière. Le vent frais de la Provence fouetta le visage d'Amélie, lui arrachant les larmes avant même qu'elle ne puisse couler. Le blanc immaculé de sa robe se souillait contre le flanc en sueur du cheval,
traînant dans la terre rouge du parvis. L'humiliation était totale, publique, gravée à jamais dans la mémoire de chaque invité. Elle était la mariée kidnappée, l'héroïne d'un scandale qui nourrirait les conversations pendant des décennies. Accrochée à Luc, elle sentait les muscles de son dos se contracter à chaque foulée puissante de l'animal. Il ne disait rien. Son profil tourné vers l'horizon sauvage de la Camargue était aussi dur et impénétrable que le roc. Ils fuyaient, laissant derrière eux une église en émoi et un mariage détruit, galopant vers un avenir aussi incertain et violent que l'homme qui l'avait arraché à sa vie. La course effrénée à travers la Camargue était une torture, un supplice de vent et de vitesse qui semblait vouloir arracher la peau de son visage. Amélie s'accrochait à Luc non par choix, mais par pur instinct de survie, son corps ballotté au rythme brutal du galop. La soie délicate de sa robe de mariée frottait contre le cuir usé de la selle et le flanc en sueur du cheval, un contact souillé qui était une métaphore parfaite de sa situation. Le paysage défilait dans un flou de vert et de bleu, les marais salants scintillant sous le soleil déclinant, les roseaux sauvages se pliant sous leur passage. Chaque battement de sabot sur la terre humide était un coup de marteau enfonçant le clou de son destin brisé. Elle n'était plus la future épouse d'un homme respectable, mais une captive, un trophée de guerre ramené dans le royaume sauvage de l'homme qui avait décidé de la posséder plutôt que de la laisser partir. La liberté de cet horizon infini qu'elle avait autrefois tant aimé lui semblait maintenant les barreaux d'une immense prison à ciel ouvert. Son esprit, pourtant, s'échappait de cette étreinte de fer fuyant en arrière vers un temps où cette même course à cheval était synonyme de joie pure. Elle se revoyait plus jeune, les cheveux au vent, son rire cristallin se mêlant au hennissement des chevaux blancs qui dansaient autour d'eux. Luc était à ses côtés, non pas un ravisseur silencieux et dur, mais un jeune homme dont les yeux brillaient de la même lumière que le soleil sur les étangs. Il lui avait appris le nom de chaque oiseau, le secret de chaque plante, le langage du vent dans les tamaris. Il était la Camargue faite homme, indompté, fier et profondément lié à cette terre qui était à la fois son héritage et son âme. C'est cet homme-là qu'elle avait aimé, un amour aussi vaste et sauvage que le delta du Rhône. Un amour qui sentait le sel, le cuir et la liberté. Un amour qu'elle avait trahi pour une promesse de sécurité, une illusion de paix loin de la passion dévorante qui la consumait et l'effrayait à la fois. La chute de sa famille avait été aussi rapide que brutale. La faillite du vignoble paternel, une institution respectée depuis des générations, les avait laissés sans rien, avec pour seule richesse les dettes et la honte. Les regards apitoyés, les chuchotements dans le village, la vente aux enchères de chaque meuble, de chaque souvenir, avaient éteint la lumière dans les yeux de ses parents. C'est à ce moment-là qu'Amélie avait compris que l'amour de Luc, aussi pur soit-il, ne pourrait jamais reconstruire leur monde effondré. Il lui offrait des levées de soleil sur les marais, mais elle avait besoin de murs solides pour abriter sa famille du froid de la misère. Elle avait donc fait un choix, le seul qui lui semblait honorable, sacrifier son propre cœur sur l'autel du devoir. Elle avait troqué la liberté des marais contre la cage dorée de Paris, se persuadant que la gratitude et le respect finiraient par ressembler à l'amour, ou du moins à son absence apaisée. Et ce mariage, cet événement grandiose qu'il venait de réduire en cendres, n'était pas une simple union. C'était une rédemption sociale, une déclaration publique que la famille d'Amélie était sauvée, relevée de sa déchéance. Chaque invité, chaque arrangement floral, chaque note de musique avait été soigneusement choisie pour effacer la tache de la pauvreté. En l'arrachant à l'autel, Luc ne l'avait pas seulement humilié personnellement, il avait anéanti des mois d'efforts pour restaurer l'honneur de son nom. Il l'avait de nouveau exposé, nu et vulnérable, non plus sous le poids de la dette, mais sous celui du scandale. La soie blanche, autrefois symbole de pureté et d'un avenir sans souci, était maintenant le linceul de sa dignité, souillé par la terre de la Camargue, la même terre qui avait vu naître et mourir son premier amour. Il n'avait pas seulement volé une mariée, il avait volé à sa famille sa dernière chance de rédemption. Lorsqu'ils arrivèrent enfin, la nuit commençait à tomber, jetant un voile violet sur le paysage. C'était une cabane de gardien, isolée au milieu de nulle part, une construction simple de bois et de chaume qui semblait avoir poussé là comme un arbre ancien. Luc la descendit de cheval sans ménagement, ses pieds touchant le sol avec une sensation d'irréalité.
Sa robe pendait en lambeaux, ses cheveux étaient défaits, et un frisson glacial la parcourut qui n'avait rien à voir avec la température. Pendant un instant, le désespoir menaça de la submerger. Mais alors qu'elle le voyait s'éloigner pour s'occuper de sa monture, une autre force monta en elle, une colère froide et pure. Elle se redressa, ignorant la douleur de ses muscles et la boue sur sa robe. La peur laissa place à une résolution glaciale. Elle n'était pas une poupée de chiffon qu'on pouvait jeter et briser. Elle avait survécu à la ruine. Elle survivrait à lui. Il se retourna et leurs regards se croisèrent dans la pénombre. Son visage était un masque de granit, mais elle pouvait voir la tempête qui faisait rage dans ses yeux sombres, un reflet de la sienne. Le silence entre eux était plus lourd que n'importe quel cri, chargé de 5 années de douleur, de malentendus et d'amour trahi. Le monde extérieur n'existait plus. Il n'y avait que cette cabane perdue, cet homme qui l'avait tout à la fois sauvée et détruite, et elle, qui devait trouver en elle la force non pas de lui pardonner, mais de lui faire face. Le premier mot qu'elle prononça ne fut pas un sanglot ni une supplique, mais une question tranchante comme une lame, une étincelle de résistance dans l'obscurité grandissante. Elle ne se laisserait pas briser. La femme pragmatique qu'elle était devenue allait livrer bataille, ici, sur le territoire même de la passion qu'elle avait tenté d'oublier, et elle comptait bien la gagner. La porte de la cabane s'ouvrit dans un grincement plaintif, laissant entrer Luc et un courant d'air froid qui fit danser la flamme de l'unique lanterne, posée sur une table en bois massif. Il la referma derrière lui, et le son du lourd verrou qui coulissait fut comme le sceau définitif apposé sur le destin d'Amélie. L'intérieur était rustique, presque primitif, sentant le feu de bois, le cuir et la terre humide. Un âtre crépitait doucement dans un coin, jetant des ombres mouvantes sur les murs nus. Amélie se tenait au centre de la pièce, une apparition surréaliste dans sa robe de mariée déchirée et souillée, la soie blanche insultant la simplicité brute du lieu. Elle ne tremblait plus. Une sorte de calme glacial s'était emparé d'elle, une armure forgée dans l'humiliation et la colère. Elle le regarda retirer ses gants avec une lenteur délibérée, chaque geste mesuré, contrôlé, contrastant violemment avec la fureur de son irruption dans sa vie. Il ne dit rien d'abord, se contentant de la dévisager avec une intensité qui semblait la sonder jusqu'à l'âme. Ses yeux sombres, habituellement si expressifs, étaient maintenant illisibles, un mélange de triomphe et d'une douleur profonde qu'il cherchait à peine à dissimuler. Il se déplaça vers l'âtre, saisit un tisonnier et attisa les braises, faisant jaillir une gerbe d'étincelles dans la cheminée. Le son métallique du fer contre la pierre était le seul bruit dans le silence oppressant, un écho de la violence qui les avait menés là. Amélie suivait chacun de ses mouvements, son cœur battant un rythme lourd et sourd contre ses côtes. Elle reconnaissait la puissance contenue dans ses épaules, la fluidité de ses gestes, des détails intimes qu'elle avait cru bannir de sa mémoire. Cet homme était à la fois un étranger terrifiant et la personne qu'elle avait le mieux connue au monde, une contradiction insoutenable qui la laissait sans voix, suspendue entre la haine et un trouble indéfinissable. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva enfin, était plus ferme qu'elle ne l'aurait cru, un éclat de glace dans l'atmosphère chargée de la cabane. « Pourquoi as-tu fait ça, Luc ?» Ce n'était pas une plainte, mais une accusation, une demande de compte. Il se figea, le dos tourné vers elle, le tisonnier toujours à la main. Puis, très lentement, il le reposa contre le foyer et se retourna pour lui faire face. La lumière du feu sculptait son visage, accentuant les angles durs de sa mâchoire et l'ombre sous ses sourcils. Il y avait dans son regard un abîme où se mêlaient la fureur, le regret et une possessivité presque primitive qui lui fit parcourir un frisson. Il ne répondit pas tout de suite, laissant le poids de sa question flotter entre eux, un défi lancé par-dessus un gouffre de 5 années de silence, de ressentiment et de choix irrévocables. Chaque seconde qui s'écoulait tendait l'atmosphère un peu plus, jusqu'à la limite de la rupture. Il fit un pas vers elle, puis un autre, réduisant la distance qui les séparait avec une assurance qui était une menace en soi. Amélie recula instinctivement, heurtant le bord de la table. L'air entre eux devint électrique, saturé de non-dits et de souvenirs. L'odeur de la terre humide et du cheval, son odeur à lui, envahit ses sens, effaçant le parfum fané des lys de son bouquet saccagé. Elle leva le menton, refusant de montrer la peur qui lui nouait les entrailles. Elle s'attendait à ce qu'il la saisisse, qu'il la touche, mais sa main ne chercha pas à la prendre.
Au lieu de cela, il se pencha vers la table et y déposa un simple dossier cartonné d'une couleur brune et anonyme. L'objet semblait totalement incongru dans ce décor de passion et de violence, un artefact d'un autre monde, celui de la logique et des faits. Son geste était si inattendu qu'il brisa net la tension physique, la remplaçant par une curiosité angoissée. Il recula d'un pas, lui laissant l'espace nécessaire, mais ses yeux ne la quittaient pas, la clouant sur place. « Regarde », dit-il enfin. Sa voix était rauque, éraillée, un ordre autant qu'une supplique. Le mot unique resta suspendu dans l'air, lourd de sens. Regardez quoi? Quelle vérité pouvait bien justifier un tel acte de barbarie? Sa fierté lui hurlait de refuser, de jeter ce dossier au feu, de lui tourner le dos. Mais une curiosité morbide, une intuition terrible que sa vie entière venait de basculer sur un axe inconnu, la retint. Ses doigts, tremblants, se tendirent vers le dossier. Le contact du carton rugueux sous sa peau était étrangement réel, un point d'ancrage dans le chaos de ses émotions. Elle sentait le regard de Luc sur elle, un poids physique, et elle savait que ce qu'elle allait découvrir dans ce dossier allait soit le condamner pour toujours, soit redéfinir la nature même de sa trahison. Elle ouvrit le dossier. Ses yeux parcoururent la première page, puis la seconde. Des photographies, des copies de documents bancaires, des articles de journaux découpés. Son souffle se coupa. Le visage souriant de son fiancé, l'homme qu'elle devait épouser, apparaissait encore et encore, associé à d'autres noms, d'autres femmes, d'autres entreprises ruinées. Une nausée glaciale monta en elle. Ce n'était pas une simple preuve, c'était le récit méticuleux d'une vie de fraude et de prédation. Chaque ligne qu'elle lisait était un coup de poignard dans l'illusion de sécurité qu'elle avait si chèrement payée. Les murs de sa cage dorée s'effondraient, révélant une supercherie bien plus cruelle que le kidnapping qu'elle venait de subir. Elle leva des yeux égarés vers Luc. Il n'était plus seulement son ravisseur. Il était le messager d'une vérité dévastatrice, le destructeur de son avenir, mais peut-être aussi, d'une manière tordue et brutale, son unique sauveur. Le silence qui tomba dans la cabane après la révélation fut plus assourdissant que le fracas des portes de l'église. Amélie fixait les documents, mais elle ne les voyait plus. Les photographies souriantes de son fiancé se superposaient à l'image de sa propre stupidité, de sa propre crédulité. Elle avait échangé un amour sauvage contre un mensonge bien habillé, une passion brute contre une sécurité qui n'avait jamais existé. Une vague de froid la submergea, si intense qu'elle en eut le souffle coupé. Ce n'était pas de la gratitude qu'elle ressentait pour Luc, mais une fureur nouvelle, plus complexe et plus profonde. Il ne l'avait pas seulement sauvée d'un escroc, il l'avait laissée marcher jusqu'à l'autel, jusqu'au bord du précipice, pour la rattraper au dernier moment. Il l'avait regardée se préparer à sacrifier sa vie pour un fantôme, et il n'avait rien dit. Sa fierté, déjà meurtrie, se brisa en 1000 morceaux, non pas sous le poids de la trahison de son fiancé, mais sous celui du silence calculé de Luc. Avec un geste d'une lenteur infinie, elle referma le dossier. Le claquement sec du carton sur la table en bois résonna comme un coup de feu dans la quiétude de la cabane, une déclaration de guerre silencieuse. Elle releva la tête, et le regard qu'elle posa sur Luc n'avait plus rien de la femme effrayée qu'il avait jetée sur son cheval. C'était le regard d'une reine déchue, glaciale et impitoyable. Sa voix, lorsqu'elle parla, était un murmure tranchant. Chaque mot pesait pour infliger le plus de dégâts. Depuis quand le savais-tu? La question flotta entre eux, simple, directe et infiniment plus dangereuse que n'importe quel cri. Elle ne lui demandait pas de justification, elle exigeait une confession. Le pouvoir venait de basculer. Il n'était plus le ravisseur tout-puissant et elle la victime fragile. Elle était devenue la juge et il se tenait dans le box des accusés, le poids de son silence et de ses motivations secrètes sur le point d'être exposé à la lumière crue de sa colère. Luc ne recula pas, mais une onde de choc sembla le traverser. Il avait anticipé les larmes, la peur, peut-être même une reconnaissance forcée. Il n'avait pas anticipé ce calme accusateur, cette force redoutable qui émanait d'elle. Il quitta l'ombre près du foyer et s'avança dans la lumière de la lanterne, exposant la tension sur son visage. « Assez longtemps », répondit-il, sa voix rauque trahissant une émotion qu'il luttait pour contenir. « Assez longtemps pour savoir que tu ne m'aurais jamais écouté. Tu avais fait ton choix.
Tu avais choisi les murs dorés de sa prison plutôt que la liberté de nos marais. Qu'aurais-je dû faire? T'envoyer une lettre? Te supplier de croire l'homme que tu avais abandonné sans un regard en arrière? Chaque mot était une défense, mais aussi un reproche, une fenêtre ouverte sur les 5 années de douleur et de ressentiment qu'il avait nourries dans la solitude de sa Camargue. Il la défiait du regard, fasciné malgré lui par cette femme qui, même brisée, refusait de plier. L'amertume dans sa voix ne la toucha pas. Elle l'aperçut comme une simple excuse, une tentative de rejeter sur elle la responsabilité de sa propre cruauté. Elle esquissa un sourire sans joie, un rictus de mépris qui le fit tressaillir. « Alors, ta solution était de me détruire publiquement pour me sauver en privé, de transformer mon mariage en un cirque, ma réputation en cendres, pour prouver que tu avais raison depuis le début. Ne me parle pas de protection, Luc. Ce que tu as fait aujourd'hui n'a rien à voir avec mon bien-être. C'était pour toi. C'était une démonstration de force, une punition. Tu voulais que je sois humilié, que je tombe de mon piédestal pour que tu puisses me rattraper et me rappeler à qui j'appartenais vraiment. » Elle se leva, sa robe souillée traînant sur le sol, un linceul de sa dignité perdue. Elle n'était plus seulement une captive, elle était le trophée d'une vengeance longuement mûrie. Pour la première fois depuis son irruption dans l'église, la certitude de Luc vacilla. Ces mots l'avaient atteint là où aucune force physique n'aurait pu le faire, perçant son armure d'orgueil pour toucher la vérité brute de ses motivations. La fureur dans ses yeux s'éteignit, remplacée par une vulnérabilité si profonde qu'elle en était presque indécente. Il la regardait comme si elle venait de lui arracher le cœur. Il y avait de la douleur, oui, mais aussi une sorte d'admiration terrifiée. Il avait voulu la briser pour la reconstruire à son image, mais il réalisait maintenant qu'elle était faite d'un matériau bien plus résistant que sa colère. Il fit un pas vers elle, la main à demi tendue, un geste d'apaisement ou de reddition, mais il s'arrêta net, comme s'il craignait de la toucher. Le maître du jeu venait de perdre le contrôle, confronté non pas à une femme vaincue, mais à un miroir impitoyable de ses propres démons. Son silence était un aveu. Amélie vit le trouble dans ses yeux, mais elle ne lui offrit aucun répit. Elle avait été manipulée par un homme. Elle ne se laisserait pas émouvoir par la faiblesse d'un autre. Elle se déplaça vers la petite fenêtre de la cabane, tournant le dos à la chaleur du foyer et au chaos qu'il représentait. Dehors, la nuit camarguaise était totale, un océan d'obscurité à peine piqué de quelques étoiles. Ce paysage qu'elle avait tant aimé lui semblait maintenant étranger, menaçant. Elle posa le front contre la vitre froide, un contact qui l'ancrait dans sa résolution. « Tu m'as peut-être sauvé d'un voleur, » dit-elle sans se retourner, sa voix n'étant plus qu'un souffle contre le verre. « Mais qui me sauvera de toi ?» La question resta en suspens dans la pièce, un abîme creusé entre eux. Le conflit de pouvoir n'était plus une lutte pour la liberté physique, mais une bataille pour l'âme, et elle venait de tracer une nouvelle ligne de front infranchissable. La question d'Amélie resta suspendue dans l'air lourd de la cabane, une lame de glace plantée en plein cœur de l'orgueil de Luc. Il la regarda, le dos tourné, sa silhouette se découpant contre la vitre sombre, et pour la première fois, il la vit non comme l'objet de sa vengeance ou de son désir, mais comme une âme qu'il avait délibérément poussée au bord du gouffre. Sa fureur, ce feu qu'il avait porté jusqu'aux portes de l'église, s'éteignit d'un coup, laissant place à un vide glacial. Chaque mot qu'elle avait prononcé était une vérité qu'il avait refusé de voir. Il n'avait pas agi par amour, mais par une blessure narcissique, un besoin de prouver qu'il était plus fort, plus indispensable que l'homme qu'elle avait choisi. Il avait voulu être son sauveur, mais il n'était qu'un geôlier de plus, un geôlier qui avait bâti sa prison avec les briques de sa propre douleur. Le silence qui lui répondit fut son premier aveu, une confession muette de sa culpabilité écrasante. Le frisson qui parcourut Amélie n'avait plus rien à voir avec la colère ou la peur. C'était le froid de la solitude absolue, la prise de conscience totale de sa situation. Elle était une paria, une mariée en fuite dont le nom serait traîné dans la boue, une femme sans avenir, sans honneur, prisonnière d'un homme dont les motivations étaient aussi troubles que les eaux des marais. La force qu'il avait portée jusqu'ici, cette armure de défi, se fissura sous le poids de cette réalisation. Elle s'était battue pour sauver sa famille, pour construire une vie sur les ruines de leur nom, et tout cela avait été réduit à néant. Pas par un escroc, mais par l'homme qu'elle avait autrefois aimé.
La fenêtre contre laquelle elle s'appuyait ne lui montrait plus un horizon de liberté, mais le reflet de son propre visage, celui d'une étrangère défaite, les yeux vides, perdue dans une nuit sans fin qui était le miroir de sa propre âme dévastée. Soudain, un son étrange s'échappa de ses lèvres. Ce ne fut pas un sanglot, mais un rire bas, rauque, qui n'avait rien de joyeux. C'était le rire de l'hystérie, le son de quelque chose qui se brise à l'intérieur de manière irréparable. Elle riait de l'ironie tragique de sa vie. Elle avait fui la passion dévorante de Luc pour la sécurité, pour se retrouver piégée par un imposteur. Elle avait sacrifié son cœur pour l'honneur, et cet honneur gisait maintenant en lambeaux, tout comme sa robe, au sol d'une cabane de gardien. Son rire monta en puissance, emplissant la petite pièce, un son horrible et désarticulé qui fit reculer Luc comme s'il avait été frappé. C'était le son de sa chute, non pas la chute publique dans l'église, mais la chute intime et bien plus terrible de son esprit, qui reconnaissait l'absurdité et la futilité de tous ses sacrifices, de tous ses choix. Ce rire le terrifia plus que n'auraient pu le faire des cris ou des menaces. Il y entendit l'écho de sa propre cruauté, la preuve sonore de la destruction qu'il avait orchestrée. La femme forte et glaciale qui lui avait fait face quelques minutes plus tôt avait disparu, remplacée par cette créature brisée dont la folie naissante était son œuvre. Une vague de remords, violente et nauséeuse, le submergea. Il fit un pas vers elle, la main tendue dans un geste instinctif de réconfort, mais il se figea. Quel droit avait-il de la toucher? Quels mots pourrait-il prononcer pour réparer ce qu'il venait de démolir avec tant de soin? Il était le poison et l'antidote, le pyromane et le pompier, et dans sa tentative de la sauver du feu, il l'avait noyée. Son nom lui vint aux lèvres, un murmure inaudible, « Amélie !» Mais le son se perdit dans le vacarme de son rire désespéré, un mot inutile face à une douleur infinie. Aussi soudainement qu'il avait commencé, le rire cessa, s'étranglant dans un hoquet de douleur. Le silence qui suivit fut encore plus effrayant. Lentement, comme une marionnette dont les fils auraient été coupés, Amélie glissa le long du mur, s'affaissant sur le sol dans un bruissement de soie déchirée. Sa robe de mariée, autrefois symbole d'un avenir radieux, s'étala autour d'elle comme une flaque de lait souillé, un linceul pour ses espoirs anéantis. Elle ramena ses genoux contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses bras, et son corps fut secoué de sanglots silencieux et profonds qui semblaient venir des tréfonds de son être. Ce n'était plus de la colère, ni même du désespoir. C'était un abandon total, la reddition d'une âme qui n'avait plus la force de se battre. Elle pleurait l'homme qu'elle allait épouser, elle pleurait l'homme qu'elle avait aimé, mais par-dessus tout, elle se pleurait elle-même, la femme qu'elle ne serait plus jamais. Luc resta immobile, un colosse de granit figé au milieu de la pièce, témoin impuissant de la dévastation qu'il avait semée. La vision d'Amélie, recroquevillée sur le sol, était un tableau de sa propre monstruosité. Chaque soubresaut de ses épaules était un coup de poignard dans sa conscience. Il avait voulu la voir à genoux, dépendante de lui, mais pas comme ça. Pas brisée, pas vidée de cette flamme qui l'avait toujours fascinée, même lorsqu'elle le brûlait. La chaleur du foyer lui parut soudain glaciale. La cabane, son refuge, son royaume, n'était plus qu'une cage froide abritant la douleur qu'il avait lui-même créée. Il avait gagné. Il avait prouvé qu'il avait raison. Il l'avait arrachée à une vie de mensonge. Mais en la regardant pleurer dans les ruines de sa vie, il comprit qu'il venait de remporter la plus amère et la plus solitaire des victoires. Une victoire qui avait le goût de la cendre et de la perte éternelle. Les heures qui suivirent furent un long tunnel de silence, plus lourd et plus suffocant que n'importe quel cri. Amélie ne bougeait plus, une statue de chagrin recroquevillée sur le sol froid, sa robe de mariée en lambeaux autour d'elle, comme les pétales fanés d'une fleur piétinée. Les sanglots avaient cessé, laissant place à un vide absolu, une immobilité qui semblait être le prélude à la mort de l'âme. Luc, de l'autre côté de la pièce, était lui aussi pétrifié, cloué sur place par le poids de sa propre victoire. La chaleur du foyer semblait s'arrêter à mi-chemin, qu'incapable de franchir le gouffre glacial qu'il avait creusé entre eux. Il avait voulu la posséder, la marquer de son sceau, mais il n'avait réussi qu'à l'effacer, à éteindre la flamme vibrante qu'il avait tant aimée et tant haïe. Il la regardait respirer à peine, et chaque mouvement infime de sa poitrine était un reproche, une accusation silencieuse qui le condamnait plus sûrement que n'importe quel tribunal. Il se sentait comme un monstre contemplant son œuvre de destruction,
Chaque recoin de la cabane, son refuge, son sanctuaire, était maintenant imprégné de la douleur d'Amélie. L'odeur de la poussière et du bois fumé se mêlait à celle fantomatique des lys de son bouquet saccagé. Ces mots à elle résonnaient en boucle dans son esprit. « Qui me sauvera de toi ?» Cette question avait percé son armure d'orgueil, révélant la vérité laide et nue de son acte. Ce n'était pas un sauvetage, c'était une prise de possession, une punition brutale pour l'avoir abandonné. Il avait voulu lui prouver que sa vie sans lui était une erreur, mais en le faisant, il était devenu l'erreur lui-même, une force aussi destructrice que l'escroc dont il l'avait arraché. Une nausée amère monta dans sa gorge. Il avait brisé la seule chose au monde qui avait jamais compté pour lui, et il l'avait fait de ses propres mains, avec la préméditation d'un bourreau. Très lentement, comme si chaque membre lui pesait une tonne, Amélie se releva. Elle ne le regarda pas. Ses mouvements étaient ceux d'une somnambule, vide de toute intention, de toute vie. Elle se dirigea vers un vieux fauteuil dans le coin le plus sombre de la pièce, loin de la lumière dansante du feu. Là, elle trouva une couverture de laine rêche, une de celles que Luc utilisait pour ses chevaux par les nuits d'hiver. Sans une hésitation, elle s'en enveloppa, cachant la soie souillée de sa robe sous la toile de jute rugueuse. C'était un acte de renoncement total, l'abandon de la femme qu'elle avait été, la mariée, la dame de la société, l'amante passionnée. Elle se recroquevilla dans le fauteuil, un petit tas de misère enveloppé dans une étoffe grossière, érigeant une forteresse de silence et de distance que Luc n'osait même pas imaginer franchir. Elle n'était plus à lui, elle n'était plus à personne. Elle n'était qu'une absence. La nuit s'installa pour de bon, une obscurité profonde et sans étoiles qui semblait s'infiltrer par les fentes des murs de la cabane. Luc resta près du foyer, Amélie dans son coin sombre. Pas un mot ne fut échangé. Le seul son était le crépitement des bûches dans l'âtre, un battement de cœur faible et irrégulier dans le corps mourant de leur relation. Il aurait voulu parler, s'excuser, supplier, mais les mots lui semblaient vains, des insultes face à l'immensité de sa douleur. Que pouvait-il dire qui ne sonnerait pas comme une nouvelle manipulation? Alors il se tut, acceptant ce silence comme sa pénitence. Il était le gardien de sa prison, mais il réalisait maintenant qu'il en était aussi le prisonnier. Ils étaient deux âmes perdues dans une même cage, séparées par des barreaux invisibles mais indestructibles de ressentiment et de chagrin, chacun hanté par les fantômes de ce qui aurait pu être. Le feu projeta une lueur orangée sur le visage endormi d'Amélie. Des heures s'étaient écoulées. Luc la contemplait depuis l'autre bout de la pièce, n'osant pas bouger. Dans le sommeil, les traits de son visage s'étaient adoucis, perdant leur masque de glace pour retrouver une vulnérabilité d'enfant. Une mèche de cheveux rebelle était tombée sur sa joue, et il se souvint d'un après-midi d'été il y a une éternité où il avait passé des heures à tresser des fleurs sauvages dans cette même chevelure sous le soleil de la Camargue. Son rire résonna dans sa mémoire, un son cristallin et pur qui contrastait si violemment avec le silence de mort qui régnait maintenant. Une douleur aiguë lui transperça le cœur, si vive qu'il dut porter la main à sa poitrine. Ce n'était plus du regret, c'était un deuil. Il pleurait la perte non pas d'une femme, mais d'un monde entier. Un paradis qu'il avait lui-même incendié par orgueil. Amélie n'était pas endormie. Derrière ses paupières closes, son esprit était d'une lucidité terrifiante. Elle avait traversé le désespoir et avait atteint l'autre rive, une terre désolée et vide, mais étrangement calme. Elle sentait le regard de Luc sur elle, une caresse de feu qu'elle refusait de recevoir. Elle n'éprouvait plus de haine, seulement un détachement glacial. Il l'avait peut-être sauvée d'un mariage de mensonges, mais il l'avait aussi libérée de tout le reste, de ses devoirs, de ses illusions, et surtout de son amour pour lui. Dans le silence de la cabane, une nouvelle résolution prenait racine en elle, non pas forgée dans la passion ou la colère, mais dans la cendre froide de ses espoirs. Elle ne retournerait pas à Paris, elle ne resterait pas avec lui, elle trouverait sa propre voie. Demain, quand le soleil se lèverait sur les marais, ce ne serait pas une victime qui se réveillerait, mais une survivante. Et sa survie commencerait par lui tourner le dos, pour toujours. L'aube se leva sur la Camargue, une lame d'argent pâle découpant l'horizon des marais. Luc n'avait pas dormi. Il avait veillé le feu, et la femme brisée qui dormait d'un sommeil sans repos dans le fauteuil. La voir ainsi, enveloppée dans cette couverture grossière, était une torture plus grande que n'importe quelle blessure physique.
Il se leva, ses mouvements lourds de fatigue et de remords. Il ne pouvait pas la laisser dans ce silence, mais les mots lui manquaient. Alors il fit un geste qui venait d'un autre temps, d'une autre vie. Il prit sur une étagère un vieux carnet de cuir usé, un objet intime et secret, et le déposa doucement sur la table près d'elle. Ce n'était pas une preuve, c'était une âme mise à nu. Puis, sans un regard en arrière, il sortit de la cabane, laissant la porte entr'ouverte, un pont fragile jeté au-dessus du gouffre de leur douleur, une invitation muette à la liberté ou à la vérité. Amélie sentit le changement dans l'air avant même d'ouvrir les yeux. Le froid matinal, l'absence de sa présence pesante. Elle se redressa, son corps endolori protestant à chaque mouvement. Elle vit la porte, entr'ouverte sur la lumière naissante, une voie de fuite évidente. Son premier réflexe fut de courir, de s'échapper de cette prison de bois et de chagrin. Mais son regard fut attiré par le carnet posé sur la table. Elle le reconnut immédiatement. C'était son journal, le confident de ses pensées les plus sombres, le témoin de leurs étés passés. Une force plus puissante que la peur la cloua sur place. Avec des doigts qui tremblaient, elle s'approcha et l'ouvrit. L'odeur familière du cuir et du papier vieilli emplit ses narines, un parfum de nostalgie si puissant qu'il lui coupa le souffle. Les pages étaient recouvertes de son écriture nerveuse, un labyrinthe de mots et de croquis qui était la carte même de son âme. Elle commença à lire les dernières pages, celles écrites au cours des mois précédents. Les premiers mots étaient tout ce qu'elle avait redouté. Une fureur brute, un désir de vengeance qui la fit frissonner. Il y décrivait son plan, son intention de la faire tomber de son piédestal, de lui montrer la vacuité de son choix. Mais en tournant les pages, le ton changeait. La colère s'effritait, laissant apparaître une douleur à vif, une angoisse qui la submergea. Il parlait de ses nuits sans sommeil, hanté par l'image de son sourire se brisant sous le poids de la trahison de cet autre homme. Il décrivait sa lutte, son orgueil qui lui hurlait de la punir et son cœur qui le suppliait de la protéger, même d'elle-même. Ce n'était plus le journal d'un bourreau, mais le testament d'un homme en guerre contre ses propres démons, un homme déchiré entre la blessure de l'abandon et un amour qui refusait de mourir. En feuilletant les pages, une lettre pliée en 4 glissa d'entre elles et tomba sur la table. Le papier était officiel, froid, portant l'entête d'un cabinet d'avocats. C'était un avis de mise aux enchères publiques du domaine viticole de sa famille, la terre de ses ancêtres, la raison même de son sacrifice. La date était fixée à la semaine suivante. Une nausée glaciale la saisit. Mais derrière la lettre se trouvait un autre document, un reçu bancaire. Le nom de l'acheteur était anonyme, mais le montant correspondait à la totalité de la dette de son père, payée jusqu'au dernier centime. Elle comprit alors dans un éclair de lucidité foudroyant. Luc avait utilisé toutes ses économies, le fruit de la vente de ses plus beaux chevaux, pour racheter en secret la dette et sauver leur héritage. Il l'avait fait des mois auparavant, bien avant son acte de folie à l'église. Il n'avait pas seulement voulu la punir, il avait d'abord voulu la sauver. Le monde d'Amélie bascula. Le carnet lui échappa des mains, ses pages s'éparpillant sur le sol comme des feuilles mortes. La vérité était là, brutale, indéniable, et bien plus complexe que sa colère ne l'avait jamais imaginé. Son enlèvement n'était pas un simple acte de vengeance. C'était le geste désespéré d'un homme qui avait déjà tout sacrifié pour elle en silence. Un homme qui, ne sachant comment lui offrir son cadeau, avait choisi de briser sa cage plutôt que de lui en donner la clé. Les larmes qui montèrent à ses yeux n'étaient plus celles de l'humiliation ou du désespoir. C'étaient des larmes de compréhension, de pardon, une marée d'émotions qui submergeait les digues de sa fierté. Il n'avait pas détruit son honneur, il avait restauré celui de sa famille, le protégeant de l'ombre tandis qu'elle cherchait la lumière dans un mensonge. Il l'avait aimé d'un amour maladroit et sauvage, mais total. C'est à cet instant précis que des éclats de voix violents brisèrent le silence du matin. Amélie se précipita vers la fenêtre, le cœur battant à tout rompre. Dehors, 2 hommes en costume sombre, des silhouettes urbaines et menaçantes dans le paysage sauvage, faisaient face à Luc. Elle reconnut les gardes du corps de son ex-fiancé. Ils étaient venus la récupérer, elle et les preuves compromettantes. Un combat éclata inégal et brutal. Luc se défendait avec la fureur d'un lion, mais il était seul contre 2. Le voir chanceler sous un coup lui fit l'effet d'un électrochoc. La femme brisée dans le fauteuil n'existait plus. Sans une seconde de réflexion,
Elle se saisit du lourd tisonnier près de la cheminée, le métal froid et lourd dans sa main. Elle sortit en trombe de la cabane, non plus une captive mais une furie. Elle n'allait pas défendre son ravisseur. Elle allait sauver l'homme qui venait de lui rendre son âme. Elle surgit de la cabane tel un spectre de vengeance, sa robe de mariée en lambeaux flottant autour d'elle comme les ailes brisées d'un ange déchu. Le tisonnier, lourd et noir, était une extension de sa fureur, un sceptre de fer contre les costumes impeccables des agresseurs. Son cri n'était pas celui d'une femme effrayée, mais un rugissement guttural qui déchira l'air matinal, un son venu des profondeurs de la terre camarguaise elle-même. Les deux hommes se retournèrent, leur surprise se lisant sur leurs visages stupéfaits, et ce bref instant d'hésitation fut tout ce dont Luc avait besoin. Il se redressa, le regard fixé sur Amélie, une admiration sauvage brillant dans ses yeux. Elle ne se cacha pas derrière lui. Elle se plaça à ses côtés, le dos contre le sien, le tisonnier levé, prête à affronter le monde pour défendre non pas sa prison, mais l'homme qui avait secrètement sauvé son âme. Il n'était plus un ravisseur et sa captive, mais deux bêtes sauvages protégeant leur territoire. La lutte reprit, mais la dynamique avait radicalement changé. Ce n'était plus un combat inégal, mais la danse féroce de deux âmes en parfaite synchronie. Amélie se déplaçait avec une grâce mortelle qu'elle ne se connaissait pas, parant les coups avec le tisonnier, chaque mouvement un écho instinctif à ceux de Luc. Il n'avait plus besoin de la protéger, il se battait avec elle, pour elle. Sa présence à ses côtés semblait décupler sa force, transformant sa rage en une précision redoutable. Les hommes de main, habitués à la violence froide et calculée des villes, furent décontenancés par cette furie primale, cette alliance impensable entre la mariée en haillons et le gardien blessé. Submergés par cette force brute et unie, ils battirent en retraite, remontant dans leur voiture avec précipitation avant de disparaître dans un nuage de poussière, laissant derrière eux un silence assourdissant, rompu seulement par le son de deux respirations haletantes. Le calme retomba sur la petite clairière, un calme vibrant d'adrénaline et de non-dit. La poussière retombait lentement, voilant la lumière du matin d'un filtre doré. Ils se tenaient immobiles, à quelques pas l'un de l'autre, le corps meurtri, les vêtements déchirés, mais leurs regards étaient enchaînés. Luc la contemplait comme s'il la voyait pour la première fois. Ce n'était plus la jeune fille qu'il avait aimée, ni la femme glaciale qu'il avait défiée. C'était une guerrière, une reine, dont la beauté farouche était rehaussée par la sueur et la terre qui maculaient son visage. Très lentement, comme s'il craignait de briser un enchantement, il fit un pas vers elle. Sa main se leva, non pour la saisir, mais pour effleurer sa joue avec une tendresse infinie, ses doigts rêches traçant le chemin d'une larme silencieuse qui s'était mêlée à la poussière du combat. Ce simple contact était plus intime, plus profond que n'importe quelle étreinte passée. Amélie ne recula pas. Au contraire, elle ferma les yeux et s'abandonna à cette caresse, son visage s'inclinant dans la paume de sa main comme une fleur cherchant le soleil après une longue nuit de tempête. Le tisonnier glissa de ses doigts et tomba sur le sol dans un bruit sourd et métallique, le son de ses dernières défenses qui s'effondraient. C'était une reddition, non pas à lui, mais à la vérité qui avait explosé en elle. Elle n'était pas sa prisonnière. Elle avait été la prisonnière de sa propre peur, de son propre orgueil. Elle rouvrit les yeux et son regard plongea dans le sien, un océan de regrets, de pardon et d'un amour si puissant qu'il balayait des années de douleur. Elle posa sa propre main sur la sienne, scellant ce contact, un pacte muet qui reconnaissait que leurs âmes, malgré les blessures et les trahisons, n'avaient jamais cessé de s'appartenir. Le monde autour d'eux disparut, ne laissant que cet îlot de vérité au milieu des ruines. Sa voix, quand il parla enfin, était brisée, un murmure rauque qui portait le poids de toute sa solitude. « Pardonne-moi, Amélie. » Ces deux mots, si simples, contenaient un univers de remords. Mon orgueil, ma douleur, ils m'ont rendu aveugle. J'ai vu cet homme te voler et j'ai voulu te le prouver en te faisant du mal, en te montrant que ton monde n'était qu'un mensonge. J'ai cru que la seule façon de te récupérer était de tout détruire. J'avais déjà sauvé ta terre, ton passé, mais je ne savais pas comment te le dire sans que cela ressemble à une autre transaction, un autre contrat. Alors j'ai agi comme une bête, parce que c'était la seule chose que je savais faire. Je voulais te sauver de lui, mais je n'ai réussi qu'à te blesser plus profondément. Pardonne-moi de t'avoir aimé si maladroitement, si violemment. Il baissa la tête,
son front se posant contre le sien, un aveu de défaite totale de son ego, une âme nue implorant la grâce. Amélie ne répondit pas avec des mots. Les mots étaient devenus inutiles, trop faibles pour contenir le tumulte de leurs émotions. Elle glissa ses doigts dans ses cheveux, le força à relever la tête, et c'est là sa confession d'un baiser. Ce ne fut pas un baiser tendre, mais une collision, une fusion désespérée de deux êtres qui avaient failli se perdre à jamais. C'était un baiser qui avait le goût salé des larmes, le goût métallique du sang sur sa lèvre fendue et le goût terreux de la Camargue, qui était leur véritable patrie. Chaque pression de leurs lèvres était un mot de pardon, chaque souffle partagé une promesse d'avenir. Dans cette étreinte féroce, au milieu des débris de leur passé, ils ne se sauvaient pas l'un l'autre. Ils se retrouvaient enfin dans la certitude absolue qu'un amour comme le leur ne pouvait pas vivre dans la sécurité des murs dorés, mais seulement dans la liberté sauvage et impitoyable de deux cœurs qui acceptaient de se battre ensemble. Quelques jours plus tard, la fête annuelle du village battait son plein sur la place principale. Une explosion de musique et de rires qui sonnait faux aux oreilles d'Amélie. Elle avançait au bras de Luc, traversant la foule comme on traverse une mer hostile. Chaque chuchotement, chaque regard de côté était une pierre jetée sur sa réputation en lambeaux. Elle n'était plus la fille du bois, mais la mariée enlevée, l'héroïne d'un conte de fées sordide que tout le monde se racontait. Elle portait une simple robe couleur lavande, un adieu silencieux à la soie blanche souillée, et tenait la main de Luc non par besoin de protection, mais par choix délibéré. Il marchait à ses côtés, sa démarche habituellement arrogante remplacée par une gravité solennelle. Il n'était pas venu en conquérant, mais en pénitent. Il savait que la dignité qu'il lui avait arrachée ne pouvait être restaurée que là, au cœur même de l'humiliation, sous le jugement de tous. Ils le virent de loin. Son ancien fiancé, Philippe, se pavanait au milieu d'un cercle de sympathisants, jouant à la perfection son rôle de victime bafouée, décrivant Luc comme un barbare jaloux qui avait souillé un sacrement. En les voyant approcher, un sourire suffisant étira ses lèvres. Il s'attendait à un éclat de violence, à une nouvelle démonstration de la nature sauvage de son rival qui ne ferait que confirmer sa version des faits. Mais Luc ne lui offrit pas cette satisfaction. Il s'arrêta à quelques pas, créant un cercle de silence autour d'eux. La musique sembla s'éteindre, les conversations mourir. Tous les regards se tournèrent vers cette confrontation inévitable. Luc ne regardait pas Philippe avec haine, mais avec une pitié froide. Puis, il se tourna légèrement, sa voix s'élevant, non pas dans un cri, mais avec une clarté profonde et posée, s'adressant non pas à un homme, mais à une communauté entière qui avait été trompée. « Cet homme vous a raconté une histoire de passion bafouée, » commença Luc, et sa voix porta jusqu'aux confins de la place. « Laissez-moi maintenant vous lire la vérité. » Il ne sortit pas une arme, mais le dossier cartonné qu'il avait posé sur la table de la cabane. Il le tendit, non pas au maire ou à une autorité, mais au père d'Amélie. Avec des mains tremblantes, celui-ci commença à lire. Les noms des autres femmes, les dates des autres faillites, les preuves irréfutables d'une vie de prédation. Un frisson d'horreur parcourut l'assemblée. Le visage de Philippe se décomposa, passant de l'arrogance outragée à la panique blafarde d'un animal piégé. Amélie se tenait droite aux côtés de Luc, son menton levé, sa présence digne étant le témoignage vivant qui validait chaque mot. Le murmure de la foule se mua en une clameur de dégoût, et l'escroc, démasqué, fut englouti par la honte publique qu'il avait tenté d'infliger à d'autres. Alors que Philippe s'éclipsait sous les huées, Luc ne montra aucun signe de triomphe. Son regard balaya la foule et se posa sur la famille d'Amélie, son visage se contractant sous le poids d'une humilité que personne ne lui aurait cru possible. « Mais la vérité d'un homme ne pardonne pas les torts d'un autre, » dit-il, sa voix s'éraillant sous l'émotion. « J'ai agi par orgueil. Ma douleur m'a rendu cruelle. En voulant la protéger d'un mensonge, je l'ai couverte d'une humiliation bien réelle. J'ai fait de sa peine un spectacle, et pour cette faute, il n'y a pas d'excuse. Je vous demande pardon à vous, ses parents, pour la terreur que je vous ai infligée, et à vous tous, pour avoir apporté la violence dans votre paix. » Il se tourna enfin vers Amélie, ses yeux brillants de larmes qu'il ne cherchait plus à retenir. « Et à toi, mon amour, pardonne-moi de t'avoir aimé avec la brutalité d'un orage quand tu méritais la douceur du soleil. » Il ne s'agenouilla pas comme un vassal, mais il s'inclina profondément, un geste de respect absolu. De sa poche, il ne sortit pas un diamant,
mais une simple tresse de crin de cheval, faite des fils blancs et noirs de ses plus fidèles montures, un symbole de leurs deux âmes entrelacées. Je ne te promets pas une vie de confort, ni un chemin sans pierre, murmura-t-il pour elle seule, au milieu du silence suspendu de la place. Je te promets l'horizon à perte de vue, le vent dans tes cheveux, et un amour aussi sauvage et honnête que cette terre qui nous a vus naître. Je ne te demande pas de redevenir ma fiancée, Amélie. Je te demande d'être ma cavalière, ma partenaire, mon égale, libre à mes côtés pour le restant de nos jours. Il lui tendit la tresse, non comme une parure mais comme un pacte, une promesse de liberté partagée, l'invitation à bâtir un royaume à deux sur les cendres de leurs erreurs. Amélie accepta la tresse, et un sourire, le premier vrai sourire depuis ce jour maudit à l'église, se dessina sur ses lèvres. Elle ne prononça aucun mot. Au lieu de cela, elle l'aida à se redresser et, avec un geste d'une infinie tendresse, noua le lien de crin autour de son propre poignet. Ce n'était pas une chaîne, mais une ancre. Puis, sous le regard du village entier, qui était passé du jugement à une admiration émue, elle l'attira à elle et l'embrassa. Ce fut un baiser qui n'avait rien de la fureur de leur retrouvailles, mais tout de la paix de leur rédemption. Un murmure d'approbation se transforma en applaudissements chaleureux, une bénédiction collective pour cet amour qui avait osé se détruire pour mieux renaître. Main dans la main, ils quittèrent la place, laissant derrière eux le scandale pour marcher vers la lumière dorée du soir, vers l'immensité de la Camargue, leur seul et véritable sanctuaire. Si cette histoire vous a transporté, dites-nous en commentaire quelle scène a fait battre votre cœur et rejoignez notre communauté pour d'autres récits où la passion triomphe de l'orgueil.